Bonjour à tous et bienvenue pour le quart d'heure US, la seconde émission quotidienne de CMC Markets qui débute à 15h45. Je suis Nicolas Chéron, stratégiste pour vous servir et nous sommes aujourd'hui le lundi 6 mars 2017. Le titre du jour est Début de semaine dans le calme. En effet, la semaine dernière, nous avons eu une belle appréciation des indices européens et américains jusque mercredi, puis des consolidations en fin de semaine. En ce début de semaine, les indices américains débutent sur une note de consolidation, les indices européens se stabilisent, le dollar consolide à plat, l'euro-dollar se cherche autour des 1,06, 1,0620, il a tenté de dépasser sa résistance mais il repasse dessous par la suite, il reste neutre. L'or est également en zone de neutralité, le pétrole est également devenu un peu plus neutre depuis qu'il a cassé son support à 53 dollars. Nous avons désormais moins de publications d'entreprises, moins de publications macroéconomiques. Comme je vous l'ai expliqué ce matin, dans la matinale, ce sera une semaine très politique. On a même 2 semaines de politique devant nous. Jeudi, la politique de la Banque Centrale Européenne. Vendredi, les non-farm payrolls, c'est-à-dire les chiffres mensuels de l'emploi aux États-Unis qui nous permettront d'envisager ou non une hausse de taux la semaine prochaine puisque nous avons rendez-vous avec la Fed mercredi prochain. Nous avons également rendez-vous avec les élections aux Pays-Bas. Donc voilà, dans les 2 semaines à venir, que ce soit la politique des banques centrales en Europe, aux États-Unis, ou bien que ce soit la politique tout court avec les élections françaises, avec les élections hollandaises, nous avons de quoi faire. Donc voilà, pour l'instant, c'est un début de semaine dans le calme. Nous allons faire le point sur la situation. Je salue tous ceux qui viennent de nous rejoindre en cours de route et je salue également tous ceux qui nous regardent sur YouTube. Avant toute chose, un avertissement sur le caractère purement informatif de cette vidéo. Je vous invite à en prendre note. Vous pouvez, comme à chaque émission, utiliser les fonctions de chat et de questions-réponses en haut de votre écran pour pouvoir converser avec moi. Dans cette émission, on verra les derniers décalages intraday, ce qu'il se passe sur les actions européennes, les statistiques et le chiffre du jour, les actualités aux États-Unis. Et bien évidemment, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster dès maintenant. Alors, en termes de mouvement intraday, le S&P 500 consolide sur les 2370 points. Il est toujours haussier, mais depuis jeudi dernier, eh bien, il respire un peu après le rallye haussier dantesque dans lequel il s'inscrit depuis 4 mois. Le DAX enchaîne sa 3e séance de consolidation après ses récents records à proximité des 12 100 points. Il est repassé sous les 12 000 points, il enchaîne sa 3e séance de consolidation et se stabilise. Et puis le CAC 40, lui, respire sous les 5000 points. Le support est à 4930 points. Tant qu'il est au-dessus des 4930 points, il reste particulièrement haussier. Il a été touché les 5000 points vendredi contre vents et marées puisque les autres indices consolidaient et qu'il a réussi à s'extraire par le haut. Mais à court terme, eh bien, comme les autres indices, il est dans une consolidation. Sur les matières premières, on notera le nouveau plus haut annuel sur les cours du coton à 78 cents, toujours haussier. Les cours de coton qui avaient attaqué cette résistance, refluaient dessous et qui rattaquent en force. Donc si ça passe cette fois pour de bon, eh bien, il y a un potentiel haussier qui pourrait se développer sur les cours du coton. On notera sur la fève de cacao dont on a beaucoup parlé ces dernières séances, ces dernières semaines, un double bottom, un double creux qui s'opère sur les 1870 dollars. Les cours de la fève de cacao sont repassés au-dessus des 1900 dollars. On est dans un double creux potentiel et donc les acheteurs à court terme gardent la main. On notera toujours de l'indécision sur les cours du WTI. Les cours du WTI étaient haussiers jusqu'ici. Ils ont cassé le support à 53 dollars en fin de semaine dernière. On est passé dessous, puis au-dessus, puis en dessous, puis on revient au-dessus ce jour. Je pense qu'on peut considérer les cours du WTI comme neutres autour de la borne des 53 dollars. La résistance apparaît aux alentours des 54 dollars 60, les plus hauts annuels, et le support autour des 51 dollars, les plus bas travaillés en début d'année. En attendant, à 53 dollars, on est un petit peu au milieu de nulle part.
On notera également que les cours du riz semblent réactifs sur les 9,20-9,25 cents. C'est une zone de prix qu'on a beaucoup travaillé ces 12 derniers mois. À plusieurs reprises, les cours du riz sont revenus sur ce support de long terme qu'ils ont travaillé, sur lesquels ils ont réagi plusieurs fois positivement. De nouveau, on est venu chercher cette zone de prix, on se stabilise au-dessus et on n'est pas donc à l'abri d'un décalage haussier à surveiller. Concernant les cours de l'or, l'or était dans un canal haussier pendant 2 mois, mais depuis le début du mois de mars, la reprise des taux américains et du dollar US ont engendré une consolidation des cours de l'or. L'or a cassé son support à 1235-1240 dollars, le bas de son canal haussier. L'or est donc désormais neutre entre 1220 dollars, son support testé à de nombreuses reprises, et les 1255 dollars les plus hauts en cours de clôture. Au-dessus des 1255 dollars, on relance la dynamique haussière en direction potentiellement des 1300 dollars. Sous les 1220 dollars, attention, la tendance baissière de moyen terme reprendrait le dessus. Concernant la paire AUD-NZD, c'est une paire croisée dont on a parlé beaucoup la semaine dernière. Elle continue sa course au-dessus des 1,08 NZD. J'ai rédigé une analyse pour expliquer qu'on avait une résistance majeure à 1,0750. On l'a cassée. Théoriquement, au-dessus, les acheteurs gardent la main. Donc, tant qu'on est au-dessus des 1,0750, les acheteurs ont la main et un potentiel haussier pourrait continuer de se développer. Si on repasse sous les 1,0750, attention, ce serait un sacré bémol sur cette potentielle stratégie haussière. Enfin, le dollar se cherche toujours autour des 101-102 points. Souvenez-vous, mercredi et jeudi dernier, le dollar repartait à la hausse, le dollar index cassait les 101,70, il retrouvait les 102 points. Et je vous disais jeudi dernier, avant de partir en week-end, que ce vendredi, il faudrait confirmer cette potentielle robustesse du dollar. Et bien, vendredi, malgré le fait que Janet Yellen nous a dit qu'une hausse de taux pourrait être possible le mercredi 15 mars, malgré cela, le dollar a été victime de prise de bénéfices. Je vous avouerai très sincèrement que je ne comprends pas pourquoi le dollar n'est pas plus recherché, n'est pas plus haussier. On a d'un côté les Fed Funds qui nous indiquent qu'une hausse de taux est très probable, avec une probabilité de 96% pour le mois de mars. Et d'un autre côté, on a un dollar américain qui baisse lorsque les banquiers centraux, notamment aux États-Unis, nous disent que les taux pourraient être montés. Donc je ne comprends pas ce qu'il se passe, et en tant qu'analyste stratégiste, je me dois d'être totalement franc avec vous. Si les États-Unis nous disent mercredi 15 que les chiffres économiques sont bons et permettent une hausse de taux, mais que la hausse de taux ne se fera pas au mois de mars mais au mois de juin, alors je comprendrais que le dollar américain ne soit pas monté ces derniers jours. Si les États-Unis, si la Fed monte ses taux mercredi 15, je vous avouerai que je ne comprends pas pourquoi le dollar est dans ces cas-là délaissé. Donc là, on a un côté paradoxal entre d'une part des taux US à 10 ans qui se sont tendus, d'autre part des Fed Funds qui se sont tendus, mais malgré tout, un dollar qui vendredi a été clairement vendu. Donc on verra dans les séances, dans les 2 semaines à venir, ce qu'il en est, si la Fed monte ses taux ou pas. Je vous ai dit qu'il y avait une probabilité assez forte que les taux soient montés, puisque les Fed Funds nous indiquent plus de 90% de chances de hausse de taux. Malgré tout, je vous ai expliqué que je restais quand même sacrément dubitatif par rapport à cette hausse de taux, étant donné qu'il est très rare que la Fed monte ses taux lorsque les Fed Funds n'ont pas indiqué une probabilité de hausse de taux supérieure à 70% pendant un certain temps. Or là, on aurait une probabilité de hausse de taux selon les Fed Funds supérieure à 70% depuis 3-4 semaines. C'est un petit peu léger. Donc, je doute toujours de cette hausse de taux en mars, mais je reste sur le qui-vive. C'est le dollar qui me met la puce à l'oreille. Nous aurons la réponse rapidement mercredi 15 mars. Dans les meilleures et les moins bonnes performances de l'Eurostoxx, on notera principalement du rouge avec Deutsche Bank qui va faire une augmentation de capital, ASML dans le secteur des semi-conducteurs qui consolide, Sanofi également qui consolide et qui tire le CAC à la baisse. Dans les hausses, vous noterez principalement des valeurs
espagnoles et allemandes, principalement des valeurs défensives, ce qui montre que les marchés consolident et qu'il y a une certaine rotation sectorielle qui s'opère. Côté statistique, on a eu l'indice de confiance des investisseurs en zone euro ce matin qui est ressorti à 20,7 points contre des attentes à 18,8 points, donc toujours des indicateurs de confiance qui sont très hauts, que ce soit des indicateurs de confiance des consommateurs ou des indicateurs de confiance des investisseurs, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Europe. Ces dernières séances, les sondages, les indices de confiance sont tous ressortis au-dessus des attentes et sur des plus hauts de 5 ans ou de 10 ans. Donc ça montre bien qu'on a une confiance des investisseurs, des particuliers, une confiance qui est assez haute, assez élevée, et on comprend donc pourquoi les marchés continuent de grimper. Le chiffre du jour, c'est 3. 3, c'est le nombre de hausses de taux qu'attend UBS. UBS aujourd'hui qui a écrit une note de recherche concernant les hausses de taux aux États-Unis. UBS attend 3 hausses de taux, les Fed Funds nous parlent de 2,5 hausses de taux et certains membres de la Fed nous parlent de 4 hausses de taux. Si vous voulez mon avis est que la Fed montera potentiellement 2 ou 3 fois ses taux cette année. Si elle les monte en mars, elle est susceptible de les monter en juin ou en septembre, puis en décembre, auquel cas ça ferait 3. Si elle ne les monte pas en mars, elle les montera a priori en juin et potentiellement en décembre, auquel cas ça fera 2 hausses de taux. C'est la raison pour laquelle la réunion de la Fed du 15 mars prochain sera si importante. Côté entreprise, General Motors et PSA ont annoncé la conclusion d'un accord au terme duquel la filiale Opel Vauxhall de General Motors et les opérations européennes de General Motors Financial rejoindront le groupe PSA dans le cadre d'une transaction qui valorise ses activités respectivement à 1,3 milliard et 0,9 milliard d'euros. Snap, c'est Snapchat, est surévalué selon l'hebdomadaire Barron's après son bond de 59% enregistré depuis son introduction en bourse le 2 mars dernier. Je vous rappelle que Snapchat, c'est une société, donc c'est une application iPhone sur laquelle on fait des photos qui s'autodétruisent. En fait, c'est une application qui est très utilisée par les millennials, c'est-à-dire les jeunes. Pour l'instant, c'est un modèle économique qui n'est pas rentable puisque la société a acquis plusieurs centaines de millions d'utilisateurs, mais qu'elle ne gagne pas d'argent. Au contraire, elle perd de l'argent tous les ans. Donc là, nous avons une société qui est potentiellement énorme en bourse, qui est valorisée plus de 40 milliards de dollars, alors que l'année dernière, elle a perdu 400 millions de dollars. Donc, est-ce que Snapchat, sur le même modèle que Facebook, va réussir à se rendre payant et à devenir rentable et à exploser en bourse, ou est-ce qu'au contraire, Snapchat ne va jamais réussir à devenir rentable, auquel cas c'est un petit peu le haut de la bulle Internet? Enfin, si vous voulez, le fait que Snapchat s'introduise, monte autant et soit valorisée aussi cher alors qu'elle ne gagne pas d'argent, rappelle à de nombreux investisseurs et à de nombreux analystes dont je fais partie, la bulle des années 2000 sur les valeurs technologiques. Donc, attention sur ce dossier. Enfin, 21st Century Fox, pas Forex, a vu son rachat de la société Shine France par le groupe Endemol Shine autorisé par l'autorité de la concurrence. Dans les meilleures et les moins bonnes performances du S&P 500, on a Micron Technology qui est dans une belle tendance haussière qui a cassé ses plus hauts annuels et qui a inscrit de nouveaux records. On a United Continental Holdings qui est dans un range qui est passé du bas au haut du range. On a Costco Wholesale Corporation, donc ça c'est la grande distribution qui pâtit actuellement de la tendance sur la grande distribution et qui perd 4,34%. Et pareil pour Macy's qui perdait 4,36% vendredi en clôture. Donc voilà, pour conclure, on a des marchés américains qui sont toujours haussiers mais qui consolident depuis jeudi dernier. On a des indices européens qui sont toujours haussiers et solides mais qui consolident à l'image des marchés américains. On a un dollar qui a été recherché ces 2-3 dernières semaines mais qui malgré tout n'arrive pas à passer haussier, qui reste relativement neutre en attendant la décision de la Fed sur une hausse de taux en mars ou non.
bon. On a l'or qui était jusqu'ici haussier, tout comme l'argent qui est devenu plutôt neutre. On a un pétrole relativement neutre qui se cherche. Donc voilà, attendons de voir les échéances macroéconomiques, politiques, afin de décaler sur ces différents produits et nous permettre d'éventualiser des stratégies et des scénarios. Manuel me dit, Nicolas, avez-vous vu sur la fève de cacao qu'il y a un non-croisement de la MM7 et de la MM20 ? Manu, je n'ai pas noté ce non-croisement des moyennes mobiles, simplement j'ai noté un double bottom. On a donc ici un actif qui est particulièrement baissier, qui réalise un double bottom et qui se retourne à la hausse. Il est donc légitime qu'on ait un non-croisement entre les moyennes mobiles courtes et un peu plus longues. Et si tout se passe bien, on pourrait avoir des croisements haussiers par la suite sur les moyennes mobiles, sur les indicateurs. La fève de cacao, je vous le rappelle, a perdu plus de 40% ces 15 derniers mois. On est revenu sur des niveaux travaillés en 2011, donc il y a 6 ans. Et on réalise un beau double bottom sur les 1870$. Donc c'est un actif à suivre. Voilà, sur ce, je vous souhaite à tous une bonne fin de séance, une très bonne soirée. Et j'espère vous retrouver pour le point du matin de CMC Markets, la matinale, demain à 10h. Au revoir à tous.